Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur ITV, iRadio. Le jury du dimanche reçoit ce 3 avril 2022 Maître El Hadj Amadou Sall. C'est le vice-président du Parti des libéraux et démocrates, Ande Sokali, chargé des relations internationales et des affaires financières. Vous êtes également membre fondateur de cette formation. Maître Sall, vous avez occupé les fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice du 26 décembre 2009 jusqu'au mois de juin 2010. Vous êtes aussi membre fondateur de la première société civile professionnelle d'avocats au barreau du Sénégal. Bonjour maître. Bonjour. Vous êtes bienvenu dans iRadio et ITV. Demain 4 avril 2022, le Sénégal célèbre le 62e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Le thème de cette année est le suivant: force de défense et de sécurité et résilience nationale. Un thème qui vient à son heure, diriez-vous? Oui, c'est un thème qui vient à son heure. En réalité, c'est un thème, j'allais dire, presque de constance. Parce que force de défense et de sécurité et résilience aurait dû être une constance depuis au moins notre accession à l'indépendance. On en a besoin pour consolider une nation et pour construire un État, mais particulièrement pour assurer la défense d'un pays. Vous le savez très bien, je le sais, nous le savons tous, la sécurité précède le développement. Par conséquent, la sécurité devrait être au cœur de nos préoccupations. Et 62 ans après notre indépendance, qu'avons-nous fait de notre indépendance, justement? Ce que nous en avons fait, c'est, entre autres, une nation relativement unie, où généralement, il n'y a pas de crise identitaire majeure, à part un peu ce qui se passe dans le sud du pays, on y reviendra. Oui, on y Mais reviendra. c'est aussi obstinément la construction d'une démocratie. On a une démocratie, je ne sais pas si c'est un modèle ou pas. Elle est solide. Mais c'est une démocratie qui, jusqu'à présent, a permis la libre expression des idées et des pensées. Sauf que c'est vrai aussi, nous avons quelques dangers qui nous menacent relativement à cette démocratie, relativement à ce commun vouloir de vivre ensemble. Mais d'une manière générale, notre démocratie, c'est un peu plus consolidé. Et que dire de notre indépendance économique? Mais ça, c'est un gros débat. C'est le gros débat. Beaucoup de choses ont été essayées, souvenez-vous bien. L'émergence d'une bourgeoisie nationale, déjà sous l'époque de Senghor, avec le compte K2, tout a été fait, mais on doit à la vérité aujourd'hui de reconnaître quand même qu'il y a des capitaines d'industrie, je ne veux citer absolument aucun nom, mais des capitaines d'industrie qui ont pu sortir la tête de l'eau et qui, un peu partout en Afrique, peuvent faire référence, même si de ce point de vue-là, énormément de choses doivent être faites. Mais compte tenu également, je termine, probablement de ce que nous sommes à la croisée des chemins, parce que le Sénégal, très bientôt, sera au cœur des enjeux du monde, des enjeux stratégiques du monde, avec à la fois notre démocratie, la découverte d'hydrocarbures, pétrole et gaz. Cela, c'est un challenge, une nouvelle espérance pour notre peuple, mais également de nouveaux défis. Alors, ce soir, le président de la République va s'adresser à la nation. Autour de quoi son message devrait être articulé, à votre avis? Oui, ça devrait être articulé autour de la nécessité de consolider l'unité nationale, mais également une nouvelle espérance pour les Sénégalais. Moi, j'ai l'habitude de le dire, le président de la République, c'est la rencontre entre une ambition et une espérance. Aujourd'hui, l'espérance des Sénégalais, c'est de vivre mieux dans un pays où il fait bon vivre. Vivre mieux, c'est pour nos enfants, pouvoir aller à l'école, pour tous les autres, avoir la santé, avoir des revenus. D'une manière générale, comme le disait le PNUD à l'époque, au moins sur les fondamentaux, l'accès aux services sociaux de base, régler ça au moins. Moi, c'est à ça que je m'attends. Les conditions pour que l'accès aux services sociaux de base soit
assurer à l'ensemble des Sénégalais, c'est un fondement d'une nouvelle espérance. C'est ça que j'attends de sa part. Tout le reste, selon moi, est accessoire. Avoir accès au logement, à la santé, au travail, à l'éducation, et un environnement relativement sain, d'accord, ce sont et autres choses qui se rapportent aux services sociaux de base. Je pense que c'est à ça aujourd'hui que les Sénégalais aspirent comme fondement d'un futur. Alors, le 4 avril est célébré au moment où l'armée est en train de mener une opération de sécurisation dans le sud du pays, en Casamance, dans le nord Sindian. Et sur cette actualité, dans le sud du pays, certains ont regretté la reprise des hostilités, tout comme la reprise des braquages. À votre avis, est-ce que c'est la bonne option que l'armée a prise? Oui, sur la situation dans le sud du pays, il n'y a pas une seule option. Il y a plusieurs options qu'il faut savoir combiner. Moi, je dis, j'ai le souvenir, en 1982, j'étais jeune avocat stagiaire chez Maître Babacar Niang, qui lui-même était constitué pour un des inculpés du MFDC. Moi-même, plus tard, comme avocat ayant mon propre cabinet, j'étais constitué pour Ankiling Diabon, le sportif, pour qui j'avais énormément d'affection. Donc c'est une affaire qui dure, ça fait quand même assez longtemps. Une quarantaine d'années, ça suffit. Oui. Et une quarantaine d'années, ça suffit. Nous n'avons pas réussi à régler le problème au plan militaire, encore moins au plan du dialogue. Donc il faut combiner les deux. Toutes les formes de dialogue sont les bienvenues, mais également, il est évident que la question sécuritaire est une question qui est au cœur de nos préoccupations. Donc il est tout à fait normal qu'on puisse déloger ceux qui entretiennent des bases à l'intérieur du pays. De la même façon qu'il est normal qu'on puisse éradiquer la violence des coupures de route et autres actes, j'allais dire, de banditisme. Par conséquent, il y a ces deux actions qu'il faut mener en même temps. Sécuriser au niveau de la gestion du territoire, faire en sorte que l'État du Sénégal puisse exercer son autorité sur l'ensemble du territoire sénégalais, mais en même temps, nous dire que, quoi qu'il arrive, les membres du MFDC qui ont pris les armes, c'est après tout aussi des Sénégalais. De part et d'autre, c'est le sang sénégalais qui coule. Autant, c'est vrai, nous soutenons notre armée avec la dernière énergie pour que tout se passe dans le plus grand calme, je veux dire, pour les populations, qu'elles soient sécurisées, mais en même temps, une fois que tout ça aussi est fait, ou concomitamment, il faut trouver les moyens d'instaurer un dialogue pour mettre un terme définitivement à cette affaire-là. Oui, 40 ans de conflit, c'est beaucoup. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont le dossier est géré par l'État jusque-là? Oui, on a quand même connu une longue accalmie. Oui, c'est vrai que moi, dans ma famille, j'ai des militaires qui m'ont raconté beaucoup de choses. Bon, sur le terrain, les choses se sont calmées pendant un certain moment. C'est vrai qu'il y avait eu la diplomatie du dialogue sous Abdou Diouf, sous le président Abdou Diouf. Il y a cette même diplomatie qui a continué sous le président Abdoulaye Wade. Ça a continué également avec le président Macky Sall. Ce qui fait qu'il y a les deux mamelles, j'allais dire, d'une même action ou bien d'une même préoccupation qui était là, la gestion sécuritaire et la gestion diplomatique. Jusqu'à présent, les choses se sont relativement bien passées, avec cependant, malheureusement, quelques moments, à certains moments, il y a eu des actions violentes qui ont fait couler le sang, soit le sang des membres du MFDC, soit le sang, et ce qui est tout à fait inacceptable, des militaires. Bon, oui. Et les derniers événements ont été la goutte d'eau de trop, oui. Et qui ont choqué tout le monde. La prise d'otage des soldats absolument, qui ont été exposés à la télévision. Qui certainement explique aujourd'hui la rage avec laquelle nos services de sécurité sont décidés à imposer leur contrôle absolu de tout le territoire. Question d'honneur pour l'armée. Question d'honneur. Pas seulement d'honneur, c'est juste l'armée n'a pas, de ce point de vue-là, un honneur à défendre. L'armée a à défendre l'intégrité du pays et du territoire. D'accord? Si maintenant leurs frères d'armes ont été aussi humiliés, je peux comprendre qu'il y ait une certaine rage. Mais la rage dans l'action
mais pas une rage qui justifie une action. L'action se justifie simplement par le désir de faire en sorte que l'État du Sénégal exerce sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Très bien. Maître El Hadj Amadou Sall, vous êtes un amateur du foot, je l'imagine. Cette semaine, le Sénégal s'est qualifié à la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors, il y a eu beaucoup de réactions. Le Sénégal connaît maintenant ses adversaires. Il s'agit des Pays-Bas, de l'Équateur, du Qatar même, pays organisateur. Vous voyez notre pays aller loin dans cette compétition? Oui, moi, je paraphrase Sadio Mané. Il dit que toute sa vie, il a rêvé de deux choses. Brandir la Coupe d'Afrique et aussi brandir la Coupe du Monde. J'estime qu'au niveau où nous en sommes... Les deux en même temps. Les deux en même temps. J'estime qu'au niveau où nous en sommes, on ne fait chiche sur rien. On a toutes les ambitions, étant entendu que nous considérons que nous sommes ce qui se fait de mieux en matière de football. Maintenant, le reste se fera sur le terrain. Mais moi, mon ambition, si j'étais un footballeur sur le terrain aujourd'hui, mon ambition serait été de ramener la Coupe au Sénégal. Et j'imagine que c'est l'ambition de tous ces jeunes qui sont pleins d'enthousiasme, qui sont pleins de volonté et qui veulent en découdre. C'est leur ambition. C'est aussi pour eux une consécration. C'est aussi pour eux une certaine communion avec leur propre peuple qui les soutient, qui les soutient, qui les soutient. Un État qui est là, tout le monde les soutient. Je considère que ce qu'ils ont fait, c'est bien. Disons bravo et rêvons encore. Rêvons, ramener la Coupe au Sénégal. Vous le dites avec ou sans illusion? Moi, je ne vis pas d'illusion. Je le dis avec un espoir tout à fait raisonnable. Parce que c'est raisonnable de penser... Écoutez, Antoine, nous avons été à la Coupe du Monde pour notre première participation. On a été en quart de finale. D'accord? Et pour notre première participation, nous avons battu le champion en titre. La France. Voilà. La deuxième participation a connu une autre fortune. Il nous reste cette troisième participation avec le meilleur gardien, des joueurs qui font partie des meilleurs du monde. Cette équipe-là, manifestement, techniquement, elle est plus forte que celle de 2002. Et mentalement, elle est encore plus forte. Ceci n'est que la suite d'une évolution normale. Cette équipe-là qui est plus forte, qui a un mental plus développé. Regaillardi également voilà, par le fait qu'elle ait gagné la Coupe d'Afrique. Alors, il n'y a pas de raison qu'il ne nous fasse pas rêver. Rêvons, rêvons et rêvons. Et quel accompagnement pour notre équipe nationale? L'accompagnement, c'est l'accompagnement fédéral de la fédération, d'abord, parce que c'est leur métier, c'est leur rôle. C'est une fédération de football, d'accompagner une équipe nationale de football, mais c'est aussi le rôle de l'État de mettre à disposition les moyens, de mettre les joueurs, tous les jours, dans les meilleures conditions qui soient. Et il nous appartient, les 17 millions, 18 millions de Sénégalais, je ne sais plus combien nous sommes tous ensemble le 12e Gaïndé. Et le 12e Gaïndé également, il n'est pas seulement sur les gradins, le 12e Gaïndé doit se comporter comme s'il était sur le terrain. Donc, ensemble, dans une énorme communion et dans un espoir de faire partie de l'élite mondiale, nous le sommes déjà, oui. Mais d'avoir une étoile. Nous avons une étoile africaine, c'est très bien. Il faut une étoile mondiale. Une étoile mondiale. Nous en avons le niveau, nous en avons les moyens, nous en avons le désir et l'ambition. Je crois que c'est bon. Très bien. Alors, après la qualification des Lions, il y a une réaction qui a cristallisé, j'allais dire, toutes les attentions. C'est celle de Karim Wade, qui se trouve d'ailleurs au Qatar, qui a d'abord félicité l'équipe nationale, qui a remercié le président Macky Sall, qui a donné le nom d'Abdoulaye Wade au stade de Diamniadio, un fait qui mérite d'être souligné. Faut-il penser que cela augure de quelque chose de positif dans les relations entre les deux hommes? De toute façon, c'est déjà positif. Je dois à la vérité de dire que la réconciliation, si jamais il y avait un différend entre les présidents Wade et Macky, a offert à notre peuple une nouvelle perspective de paix. Voir deux anciens présidents qui, à un moment donné, étaient à couteau tiré, il faut le dire. Parce que les poursuites contre Karim Wade, son incarcération, son jugement, naturellement, ont cristallisé
j'allais dire, un certain différend. C'est donc la réconciliation, le fait que sous l'égide de Serigne Mountakha, les deux présidents aient pu se rencontrer et mettre leurs relations dans la normalité est une bonne chose. Même pas conséquemment, il est tout à fait normal en plus. Abdoulaye Wade ayant été un président qui a bien travaillé, qui a bossé, comme disait l'autre, il a travaillé. Tous les Sénégalais s'accordent aujourd'hui à dire que c'est non seulement un bon Sénégalais, mais il fut un très bon président qui a consacré une bonne partie de sa présidence à inventer un futur pour le Sénégal. D'accord, rien n'était trop beau, rien n'était trop joli et trop grand pour le Sénégal. Il s'y est consacré et il s'y est donné à fond. Il est tout à fait normal qu'en retour, les Sénégalais puissent aussi lui rendre hommage. Lui rendre hommage en le portant très haut, mais aussi en reconnaissance de son œuvre, et également lui donner comme le parrainage du stade, c'est une bonne chose. Et puisque c'est une bonne chose, tous les Sénégalais s'accordent à dire que c'est une bonne chose. Je considère que Karim Wade fait partie des Sénégalais. Oui. Ce n'est pas seulement son père qui a été, j'allais dire, nominé, honoré, c'est un ancien président. Et puisque c'est un ancien président, il est un Sénégalais, comme tous les Sénégalais, qu'il se félicite de cela et qu'il félicite le président Macky Sall. Je pense que c'est tout à fait normal. Est-ce que ça va augurer d'autres choses? Je n'en sais absolument rien. Je ne sais pas quelle est la volonté de Macky Sall, le président Macky Sall. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il compte faire. Je ne sais pas non plus dans quelle disposition d'esprit Karim Wade est. Mais pour ce qui me concerne personnellement, je considère que ce pays doit pouvoir être stabilisé et que tout le monde, on devrait avoir des relations. Stabilisé comment? Qu'il y ait un rapprochement entre Macky Sall et Abdoulaye Wade. Stabilisé au plan politique. En faisant quoi? En permettant à tous ceux qui désirent s'investir dans l'action politique de le faire sans entrave. Il est vrai, hein, je le dis, c'est mon point de vue, il y a Khalifa Sall, mon ami Khalifa Sall, qui a une entrave dans son action politique. Mon frère, Karim Wade, reste après tout mon frère, même si nous avons un différend, il reste à la fois un ami et un frère. Vous avez un différend? Qu'est-ce qui vous oppose? Non, ça c'est autre chose. Ce qui nous oppose, c'est une divergence de vues dans la gestion du PDS, et ce qui a fait que moi-même j'ai quitté avec d'autres pour former un parti. Je dis, malgré ces divergences-là, il reste à la fois un ami et un frère. Je considère qu'il peut apporter quelque chose à son parti, le PDS, et au Sénégal, en participant à la vie politique de ce pays. C'est mon désir le plus ardent que tous ceux qui le désirent puissent participer à la vie politique. Moi-même, je désire participer à la vie politique, je le fais sans entrave. D'autres le font. Je pense que ceux qui ont été empêchés pour des raisons particulières de le faire devraient pouvoir le faire. Si on y arrive, c'est tant mieux. Si on n'y arrive pas, œuvrons à ce que ça puisse être fait. Pacifier l'espace politique, vous dites, en permettant à Karim Wade, à Khalifa Sall de pouvoir participer à la vie politique. Je pense aux élections à venir. Est-ce que vous voulez dire tout simplement qu'il faut une amnistie pour ces deux hommes? Oui, moi je dis rien. Je dis simplement que tout dépend, parce que bon, c'est pas moi qui décide. C'est une volonté de ceux qui décident, naturellement du président Macky Sall. Bon, s'il le décide, c'est tant mieux. S'il ne le décide pas, bon, c'est le désir de beaucoup de Sénégalais. Je fais partie de ces Sénégalais-là. J'ai eu le bonheur d'avoir été l'avocat de Karim Wade et aussi d'avoir été l'avocat de Khalifa Sall. Je ne peux pas les avoir défendus et aujourd'hui ne pas continuer de les défendre. Vous êtes cohérent avec vous-même. D'accord, donc j'ai toujours crié haut et fort et partout qu'on devrait leur permettre de participer à la vie politique. C'est mon désir. C'est ce que je veux. Maintenant, il appartiendra au président Macky Sall, parce que c'est lui aussi qui a en charge le destin de notre peuple, de voir qu'est-ce qui lui semble possible ou pas. Mais moi, c'est ça. On est à 4 mois des législatives. Est-ce que c'est possible de les amnistier? J'en sais rien. Il appartiendra à l'autorité gouvernementale, à l'autorité politique, l'Assemblée nationale, de dire est-ce que ça fait partie de leurs préoccupations. Si c'est leur préoccupation, ils peuvent le faire. Si ce n'est pas leur préoccupation, ils ne le feront naturellement pas. Donc moi, je ne suis pas à leur place. Si j'étais à leur place, je sais ce que j'aurais fait. Mais n'étant pas à leur place, bon, je ne peux leur dire que ce que moi, j'aurais fait à leur place. Macky Sall
Karim Wade, Macky Sall, Abdoulaye Wade. Que pouvez-vous nous dire en ce qui concerne justement leurs relations? Le contexte existe-t-il toujours? Parce que vous avez été l'avocat de Karim Wade. Oui, moi, lorsque j'étais nommé ministre porte-parole du président de la République, mon décret de nomination a été signé par un certain Macky Sall, à l'époque Premier ministre, qui partageait avec moi les bancs du bureau politique et du secrétariat du PDS, et qui partageait avec moi également les bancs du Conseil des ministres, donc avec qui on avait les meilleures relations, et ces relations personnelles qui ont toujours été là, qui n'ont rien à voir avec les relations politiques. Vous avez toujours de bonnes relations? Absolument. Ça n'a jamais cessé. Bon, parce que nous avons cheminé ensemble, ni avec lui, ni avec sa famille au demeurant. Je considère que les relations entre Macky Sall et Abdoulaye Wade ont été des relations très fortes. En dehors de tout ce qu'il a obtenu à partir de 2012, l'essentiel de sa carrière a été construite sous le magistère d'Abdoulaye Wade, qui lui a fait confiance. Il lui a fait confiance en le nommant à des postes de direction assez importants. Il lui a fait confiance en le nommant à des postes au niveau du gouvernement, poste de ministre de l'Intérieur, c'est quand même important, en le nommant Premier ministre, en le nommant, disons, en lui accordant sa bénédiction pour qu'il fût élu président de l'Assemblée nationale. Par conséquent, naturellement, une bonne carrière, une bonne partie de la carrière de l'homme Macky Sall a été forgée sous Abdoulaye Wade. Donc, il lui doit aussi de ce point de vue-là. Et c'est tout à fait normal dans ces conditions que nous éprouvions à la fois de la fierté et de la satisfaction à la suite de ce qui s'est fait à Massalikul Jinan, qu'il ait accompagné Abdoulaye Wade jusqu'à son domicile et que plus tard, Abdoulaye Wade l'ait trouvé à la présidence de la République. Comme je le dis, nous sommes tous des fils d'Abdoulaye Wade, des fils spirituels d'Abdoulaye Wade, et qui a toujours dit qu'il voulait que sa famille politique puisse gérer ce pays pendant 30 ans. Macky Sall fait partie de la famille politique d'Abdoulaye Wade. J'en fais partie, Idrissa Seck en fait partie, Abdou Fall en fait partie, Babacar Gaye en fait partie, Ousmane Ngom en fait partie, Jean-Paul Diaz en fait partie, et naturellement Oumar Sarr en fait partie. Et donc, cette famille qui est la famille, j'allais dire politique d'Abdoulaye Wade, a toutes les raisons de se retrouver et de cheminer encore ensemble. D'autant que nous avons ceci en commun. Nous avons en commun Abdoulaye Wade, mais nous avons en commun également notre expérience et d'une manière générale la tranche d'âge que nous partageons. D'accord? Et nous pensons que nous avons encore un long chemin que nous pouvons faire ensemble. Et au-delà de ce long chemin que nous pouvons faire ensemble, nous pouvons également pousser ceux qui sont derrière nous à prendre le flambeau. Par conséquent, nous avons des choses à faire ensemble. Des choses à faire ensemble. Le président Macky Sall et son prédécesseur se sont parlé lors de l'inauguration de la mosquée Massalikul. Et après, il n'y a pas de suite apparemment. Ou bien vous en savez plus? Je n'en sais rien. Vous savez, moi, quand je pense d'une manière générale aux Sénégalais, les Sénégalais ne savent pas dire « je ne sais pas ». Mais quand on ne sait pas, on dit « on ne sait pas ». On ne spécule pas. Moi, je ne spécule pas. Je ne sais pas. Je ne suis plus membre du PDS, tout en conservant mes relations personnelles avec le président Abdoulaye Wade, qui reste un mentor. Vous parlez souvent, le président Wade? Il est arrivé qu'on se parle. Il est arrivé également un peu plus souvent que ce soit Mme Wade, Viviane, qui m'appelle. D'accord? Bon, même si on se parle... C'est le cas avec Karim Wade? Karim Wade, depuis mon départ du PDS, on s'est parlé quelques fois, 2 ou 3 fois, lors d'occasions... disons, j'ai eu des décès dans ma famille, il m'a appelé pour me présenter des condoléances, je l'ai appelé également pour l'en remercier, d'accord, mais bon, je ne parle pas souvent au président Wade, et quand je lui parle, on parle d'autre chose que politique. Vous savez, le président Abdoulaye Wade est un énorme intellectuel, il aime bien discuter. Il adore ça, il est dans son élément naturel quand il a en face de lui quelqu'un avec qui il peut discuter de tout, je dis bien de tout, au plan intellectuel. Donc, je ne sais pas ce qu'il pense, ce qu'il fait avec le président Macky Sall. Je ne sais pas non plus ce que le président Macky Sall fait avec lui. Donc, je donne ma langue au chat. Vous avez été un proche collaborateur du président Abdoulaye Wade. Vous avez quitté le PDS. Est-ce qu'il n'est pas déçu quelque part de votre départ?
J'imagine bien, moi-même, si ça ne dépendait que de moi, je n'aurais pas quitté. Mais je ne suis pas le seul à avoir quitté. Beaucoup ont quitté. Vous savez, hein, parfois, hein, je fais un clin d'œil à Rome. Rome mange parfois ses enfants. Bon, pour éviter qu'ils ne mangent ses enfants, ses enfants, pour éviter d'être mangés, parfois, il est bon pour eux de prendre la poudre d'escampette pour éviter d'être mangés. Je ne suis pas le seul, mais pour tous ceux qui sont partis, je pense que nous savons ce que nous devons au président Wade, nous le lui devons, nous lui parlons, personne parmi eux n'a cessé de lui parler. Je fais partie de ceux qui n'ont pas cessé de lui parler. Je continuerai de lui parler tant que Dieu me donne la force et les moyens de le faire. Oui. Alors, l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, parlons-en, maître. Elle a été relancée ces derniers jours par le doyen des juges, oui, qui a auditionné la propriétaire du salon Sud Beauté et son mari. Ce sera sans doute le tour pour Ousmane Sonko de passer devant le doyen des juges. Ousmane Sonko qui a fait une sortie cette semaine avec un discours édulcoré. Mais alors, quelle issue cette affaire devrait avoir, à votre avis? Oui, nous tous, hein, moi j'ai encore en mémoire, lorsque les événements se sont produits, à la suite de sa convocation chez le doyen des juges d'instruction, j'ai toujours en mémoire les paroles d'un sage et d'un guide comme Salim Muntaha. À l'époque, il a été sollicité par tout le monde, il avait demandé que tout ce qui était arrêté soit libéré. Et il a dit également que tout ce qui devait être jugé soit jugé et soit jugé rapidement. Nous tous, hein, nous sommes dans cette perspective, dans cette dynamique. Tous les Sénégalais s'accordent à dire qu'il faut tirer cette affaire au clair. Oui. Je ne veux pas trop en parler, je suis un avocat et je n'ai pas toujours la possibilité de parler d'une affaire qui est pendante, mais au-delà même d'être avocat, j'ai été ministre de la Justice et l'ancien ministre de la Justice que je suis s'interdit de parler d'une affaire en cours, dans certains détails. Mais ce que je peux en dire, il est temps que les Sénégalais soient édifiés. Ça fait quand même plus d'une année. Oui, plus d'une année, parce que oui, on sait ce qui s'est passé. Il y a eu un juge d'instruction qui n'était pas au mieux de sa forme physique et qui est décédé. Et il y a eu énormément de choses qui ont pu être dites et qui ne devraient pas être dites, de sorte que l'autorité politique, l'autorité gouvernementale, naturellement, a fait son devoir en attendant que les choses se calment pour nommer un nouveau juge. Il a nommé un nouveau juge qui fait son travail. Tout naturellement, Ousmane Sonko sera entendu, Adji Sarr sera entendu, tous les protagonistes de cette affaire-là seront entendus. Le juge tirera cette affaire-là au clair. S'il l'estime nécessaire, il va renvoyer un jugement. Nous sommes tous sur des charbons ardents parce que nous voulons savoir ce qui s'est passé. Est-ce que Ousmane Sonko est digne de confiance pour qu'on lui confie le destin de son pays et qu'il est capable de retenue et de garder son calme et son sang-froid devant les désirs de la vie? On le verra bien. Moi, je considère que c'est un Sénégalais comme les autres. Il a le droit de faire de la politique. Il a le droit de désirer être président de la République. Mais je considère que le président de la République, il faut qu'il soit au-dessus de certaines contingences. Justement. L'est-il ou pas? Oui. Je n'en sais rien. Oui. Mais son jugement nous édifiera. S'il est capable de retenue, s'il est capable de prendre nos destins en main, de voir nos élèves, nos jeunes filles, et de se comporter comme un président de la République et non pas comme un prédateur. Oui. D'accord? Mais tout ça, nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien. J'aurais désiré, pour ce qui me concerne, pour tous ceux qui font de la politique, parce que j'en fais, qu'on soit au-dessus de tout soupçon. Que nous soyons des personnes, des hommes et des femmes qui sont capables de retenue, de garder leur sang-froid et de ne pas tomber sous le coup du désir charnel. D'accord? C'est ce que je souhaite à tout le monde. Mais l'est-il? Ne l'est-il pas? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Une décision de justice nous édifiera. Est-ce que vous pensez que cette affaire sera traitée de façon impartiale? Je ne vois pas pourquoi elle ne le serait pas. Le juge d'instruction qui a en charge de cette affaire, je parle en toute liberté de ces choses-là,
c'est quelqu'un qui a la confiance et le respect de ses pairs. Il a le respect également des acteurs de justice. Je suis un acteur de justice. J'ai tout le plus grand respect pour cet homme. Et il fait partie de ce qui se fait de mieux comme cadre de ce pays. C'est quelqu'un, à titre personnel, il ne m'a rendu aucune faveur. Oui. Je ne lui en demande pas, d'accord, mais à titre personnel, j'ai du respect pour lui parce qu'il fait partie de ceux qui font leur métier avec honneur. Donc, il fera son travail. Vous connaissez bien l'homme. Oui, je connais l'homme, je ne vois pas pourquoi il ne ferait pas son travail. Et si son travail aboutit à ce qu'il n'y ait pas de charge contre un suspect, un inculpé, mais ben, il n'y aura pas de charge. Si son travail est tel qu'il faudrait bien tirer les choses au clair en renvoyant la personne au jugement, il le fera. Mais je demande quand même à tout le monde, et particulièrement à Ousmane Sonko, pour qui j'ai de l'affection. Je l'ai reçu quand il a... je l'ai reçu, oui, quand... il devait rencontrer le président Abdoulaye Wade. Avant la présidentielle 2019, voilà. C'est ça? Bon, je lui dis ceci. Son ambition, c'est d'avoir le destin des Sénégalais entre ses mains, de conduire notre destin et d'être l'incarnation de la volonté populaire. L'incarnation, celui qui est l'incarnation de la volonté populaire fait un serment d'observer scrupuleusement, comme de faire observer les lois et règlements. Et si on a cette ambition, on ne peut pas, alors que c'est son ambition d'être président, de contester nos institutions. S'il le fait, j'aurai des doutes sur sa capacité à diriger le pays. Nous n'en sommes pas là. Je pense qu'il gardera toute sa retenue, il gardera toute sa dignité pour mériter la confiance des Sénégalais. S'il est élu, il ne sera pas élu par une partie des Sénégalais. Il sera le président de tout le monde. Le président de tout le monde doit protéger tout le monde, doit veiller à la sécurité, doit protéger nos personnels de sécurité. Nos personnels de sécurité méritent respect. On ne va pas les vouer en gémonie. Nos personnels de justice méritent du respect. On ne doit pas les jeter à la vindicte populaire. Oui. Parce que le président de la République, il est chargé de veiller au bon fonctionnement des institutions. Très bien. Jury du dimanche sur ITV et iRadio. Parlons maintenant des élections législatives à venir dans 4 mois, plus exactement, le 31 juillet 2022. Déjà, il y a un frémissement au sein de la classe politique. Vous êtes de la mouvance présidentielle. Votre objectif ou votre ambition, c'est d'avoir une majorité. Vous pensez à quelle majorité? Une majorité, disons, écrasante ou une majorité simple? Vous savez, je ne crois pas... Selon vos espoirs, bien entendu. Je ne crois pas que le Sénégal, on en soit arrivé à une majorité relative, écrasante ou simple. La majorité, c'est la majorité. C'est ça le système démocratique. On ne l'espère pas, on l'a déjà. Si on n'est pas encore parti aux législatives. Oui, non, je parle de la majorité. On a fait des élections. Les élections qui ont été faites donnent des tendances. Et d'une manière générale, les observateurs politiques que vous en êtes, vous êtes les historiens du présent, vous pouvez tirer une tendance globale. La majorité actuelle reste majoritaire. Et même là où elle a perdu, parlons-en. Je vais parler vous faites référence au local. Oui, oui. Parlons de Rufisque. Oui. Ismaïla Madior Fall était le candidat à la majorité. Il n'a pas été élu maire, mais la majorité est majoritaire à Rufisque. Si on prend la voix, les suffrages obtenus par Ismaïla Madior Fall, les suffrages obtenus par les autres candidats de la majorité, ils ont la majorité. Mais pour des raisons d'éparpillement et de multiplication des listes, pour une raison de faute politique, ils ont perdu l'élection. Allons à Rufisque. C'est mon jeune ami Yankoba Diattara, ministre de son État, qui était candidat. Il a eu, je n'ai pas les chiffres exacts, à peu près 15 000 voix. Celui qui est élu maire a eu 15 000 ou 16 000 voix. Le troisième sur la liste, qui était de la majorité présidentielle, a eu plus de 10 000 voix. L'ancien maire
Talla Sylla, mon neveu Talla Sylla a eu 3000 voix. Si on additionne, ils ont largement la majorité à Thiès. Allons à Bignona. Mamadou Lamine Keïta, maire sortant, a vu la mairie lui échapper de quelques centaines de voix. Le troisième, qui était du même camp que lui, le talonneur de près. Quand on additionne, ils sont majoritaires. Par conséquent, on a perdu. La majorité n'a pas pu gagner un certain nombre de mairies tout en étant majoritaire. On en tirera les conséquences. Oui. Chat échaudé craint l'eau, même froide. Et si on en tire les conséquences, il y aura à peu près 3 ou 4 départements, au pire des cas, 2 départements qui peuvent être perdus. Pour le reste, la majorité. Et tout cela pour nous dire que les législatives sont à portée de main pour la mouvance présidentielle. C'est plus qu'à portée de main. Je ne vends pas la peau de l'ours. Bon, je ne vends pas la peau de l'ours, ça ne se fait pas en politique, mais en politique aussi, il y a une évolution des choses. Il y a plusieurs analyses, plusieurs appréciations. On fait une photographie du moment, et la photographie du moment, on l'adapte également aux différentes situations. Cette photographie du moment qui a pu être faite lors des élections locales, si on continue de la mettre à jour, on se rendra compte que d'une manière générale, la majorité reste majoritaire. C'est ça aussi la vérité. Votre parti y sera? Oui, la majorité, bon, on est en train de discuter, mais des décisions ont déjà et des propositions faites de sorte pour que tous les partis issus de la majorité s'unissent pour faire des listes unitaires. Chat échaudé craint l'eau même froide. On est en train d'en discuter, mais très probablement, à l'issue de ces discussions, nous intégrerons le désir de la majorité d'avoir des listes uniques partout. Alors, vous êtes un des membres fondateurs du parti Les Libéraux et Démocrates, Ande Sokali. Votre parti n'est pas très remarquable sur l'échiquier politique. Quel est votre ancrage au niveau national? Écoutez, bon, vous ne pouvez pas dire que notre parti n'a pas d'ancrage. Il est bien remarquable. On ne sent pas trop votre Vous voyez parti, mon ami Babacar Gaye, vous l'invitez souvent. Oui. Vous voyez mon ami Mohamedou Bamba Ndiaye, vous l'invitez souvent. Vous voyez mon ami Sarah Sall, vous l'invitez souvent. Moi-même, je suis là. Omar Sarr est là. C'est déjà remarquable. Et d'autres, Mbenda Ndiaye est là. Baha Djongo est là. Et d'autres sur le terrain. Il est vrai maintenant que notre parti est tout jeune. Ça, c'est une présence médiatique. Ce n'est pas seulement une présence médiatique. Vous savez, la présence médiatique ne fait pas un parti. Et un parti qui n'a pas d'ancrage n'a pas de présence médiatique. Il y a une relation dialectique entre ceux qui parlent dans les médias et l'ancrage de leur parti au niveau local. Nous ne sommes pas les seuls dans ce pays, dans ce monde et même dans ce microcosme médiatique, mais on y est présent déjà. On a été aux élections locales, on s'est très bien comporté. Moi, pour ce qui me concerne, j'ai perdu, je n'ai pas pu gagner à Thiaroye. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Vous étiez candidat à Thiaroye? J'étais candidat, j'ai été laminé comme beaucoup d'autres. J'espérais gagner, je n'ai pas gagné, mais ça fait partie du jeu de la démocratie. Oumar Sarr, dans le cadre de Benno, a, comme d'habitude, gagné à Dagana. Nous avons d'autres endroits dans le Kédougou où nous avons gagné des mairies. Et dans d'autres endroits, nous sommes partis sous la bannière de la majorité. Et donc, nous avons partout où on a été, même où on a été au titre seulement de notre parti, sans coalition, il n'y a pas un seul endroit où on a été sans avoir un représentant. D'accord? Sur à peu près une cinquantaine de communes. Et dans cette cinquantaine de communes, nous sommes présents dans toutes les communes. De 1 membre à 30 membres, ce qui n'est pas mal pour un parti qui vient de naître. Vous êtes satisfait de votre ancrage? On n'est jamais satisfait, parce que notre ambition... Peut mieux faire alors? Voilà. On doit mieux faire. Notre ambition, ce n'est pas de participer à des élections. L'ambition de tout parti, c'est la prise et l'exercice du pouvoir. Notre ambition, c'est l'exercice du pouvoir. Ce n'est pas seulement d'être associé. On est associé au pouvoir lorsque les circonstances l'exigent, mais nous prenons le pouvoir lorsque également la démocratie nous le permet. Donc, nous ne sommes pas satisfaits. Nous ne serons satisfaits que lorsque nos ambitions seront atteintes. Mais alors, que se passe-t-il au sein de votre formation pour qu'un responsable de premier rang comme Babacar Gaye se décharge de ses fonctions? Y a-t-il malaise? Non, il n'y a pas. Probablement. Il faut dire les choses telles quelles, mais ça fait partie de la vie. Babacar Gaye, pour ce qui le concerne, est un ami et un frère. Je le considère comme un frère, comme un ami. Nous sommes de la même génération. Nous avons les meilleures relations.
c'est un homme remarquable, c'est un politicien, un homme politique teigneux, et c'est un homme de communication d'une très haute valeur. Sa place, c'est avec nous, je crois, mais comme il dit, il a atteint un niveau de sagesse, moi que je n'ai pas atteint. Il a atteint un niveau de sagesse qui fait qu'il préfère, comme il dit, servir autrement, prendre du recul. Mais en même temps, il le dit, il n'est pas tout à fait satisfait du fonctionnement de notre parti. Il ne faut pas avoir peur des choses. Il n'est pas satisfait du fonctionnement de notre parti, mais c'est normal, personne, moi-même, je ne suis pas satisfait. Parce que nous sommes un parti, oui, nous sommes un parti jeune. Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui ne va pas dans le fonctionnement? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que nous sommes un parti jeune, nous n'avons pas encore suffisamment de ressources et de temps pour structurer un parti. Regardez l'APR, qui est un parti qui est né, je crois, depuis 2009. Jusqu'au moment où je vous parle, c'est un parti qui n'est pas structuré. Le PDS, qui est là depuis 1974, n'est pas tout à fait structuré. D'accord? Le PS est relativement déstructuré. Donc nous qui venons de naître, naturellement, nous ne pouvons pas être structurés comme on le voudrait. Parce qu'il faut un ancrage, il faut beaucoup de présence sur le terrain, recruter, identifier ceux qui sont là, leur donner des responsabilités, identifier des jeunes à qui, disons, on va donner des responsabilités. Nous n'en sommes pas tout à fait là. Donc nous ne fonctionnons pas au mieux de notre espoir. Ça, c'est normal. Vous parlez de manque de moyens, mais quels moyens? Vous êtes d'anciens dignitaires du régime. Vous pensez que les anciens dignitaires doivent avoir de l'argent? Je n'en ai pas. Si vous n'avez pas de l'argent, vous avez quand même de la pensée. Oui, mais la pensée ne suffit pas. Vous savez très bien que la pensée ne nourrit pas son homme. La pensée n'est pas suffisante. Il faut avoir les moyens d'être sur le terrain. Vous savez, être sur le terrain, c'est pas j'allais dire, je parlais vulgairement, c'est pas de la gnognotte. Il faut aller sur le terrain, il faut avoir les moyens logistiques d'être sur le terrain, de travailler sur le terrain. D'accord? Et même de proposer aux gens, aux Sénégalais, une nouvelle forme, une nouvelle façon de faire de la politique. Et on ne peut pas combiner ça avec quelques responsabilités. Nous avons Oumar Sarr, qui est la personne morale de notre parti, qui est ministre et qui n'a pas toujours tout le temps de faire ce qu'il a à faire. D'accord? Moi-même, je suis avocat. Je suis très souvent en train de plaider, et le plus souvent d'ailleurs, le plus gratuitement possible. Donc, même ma profession ne me donne pas les moyens que je devrais en tirer. Les militants, la famille, la banlieue, tout le monde est là. Je plaide à longueur de journée et toujours gratuitement. Donc, ce n'est pas évident d'avoir les moyens. Donc, on les cherche, on va les trouver. Mais en attendant, on peine un peu. Donc, notre parti n'est pas structuré, personne n'est content. Oumar Sarr lui-même n'est pas satisfait du fonctionnement du parti. Mahamadou Bamba Diaye n'est pas satisfait. Babacar Gaye n'est pas satisfait. Mbenda Diaye n'est pas satisfait. D'accord? Moi-même, je ne le suis pas. Mais c'est ça qui nous donne du ressort pour aller de l'avant. Parce que si on était satisfait, on dormirait un peu sur nos lauriers. On n'est pas satisfait, ça nous donne du ressort. On va avancer et, pour avoir des résultats. Vous allez avancer. Déjà, vous avez un ministre dans l'actuel gouvernement. Vous n'avez pas de directeur général, pour ce que j'en sais. Non, on a quand même Mohamedou Bamba Ndiaye qui est PCA d'une société. PCA, oui. Est-ce que vous êtes plus ou moins satisfait de la façon dont vous êtes associé à la gestion du pouvoir? Vous savez, il y a... Disons les choses telles quelles. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il y a des gens, quand ils intègrent une majorité, comme on dit entre guillemets, c'est pour aller à la soupe. Oui. Ben, nous, ce n'est pas notre cas. Nous ne sommes pas là pour aller à la soupe. Nous estimons, pour de multiples raisons, que notre pays, les exigences de notre pays, c'est de participer et d'intégrer la majorité pour permettre à notre pays d'avoir quelques avancées. Si nous sommes associés en ayant des responsabilités, c'est tant mieux. Si nous ne sommes pas responsabilités en ayant des responsabilités étatiques, nous sommes dans les structures politiques. Ce qui est le plus intéressant, c'est que nos idées puissent être tenues en compte dans la prise de décision. Ce qui est le cas. Est-ce que c'est le cas? Ce qui est le cas. Ah, oui. Nos idées sont prises en compte dans la prise de décision. Pour moi, c'est le plus important. C'est vrai, on peut consolider davantage en participant à la prise de décision. Mais la prise de décision, la formation, disons, d'un attelage étatique est un puzzle. Et ça obéit à tellement de contraintes et de pression que vouloir avoir l'ambition, coûte que coûte, de faire partie d'un gouvernement, pour moi, c'est de l'irresponsabilité. D'accord? Ce qui est le plus important, c'est de participer à l'édification de quelque chose. Je le disais tout à l'heure, nous sommes à la croisée des chemins, le Sénégal est au cœur des enjeux.
dans 3 ans, dans 4 ans, lorsque le pétrole commencera à couler, lorsque le gaz sera là, et que nous aurions décidé de diminuer notre production de gaz, ce sera probablement des points de croissance en moins dans certains pays. Ça nous met au cœur des enjeux. Quand un pays est au cœur des enjeux, ce pays est également au cœur d'une énorme instabilité. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé nécessaire d'apporter notre pierre à l'édifice et de faire en sorte que le Sénégal puisse être stabilisé, de sorte qu'on puisse bénéficier et que le peuple sénégalais puisse bénéficier de la manne des hydrocarbures. Je veux qu'on évite la malédiction des hydrocarbures et que notre pays se stabilise. Vous voyez très bien tous les dangers qui nous guettent. On n'a pas besoin de mettre le doigt sur la plaie. Tout le monde sait ce qui nous guette. Dans cette sous-région, c'est une instabilité presque parfaite. Il n'y a que le Sénégal et un peu la Mauritanie qui sont des pays relativement stables, et encore. Donc nous avons besoin d'une très forte mobilisation de nos pensées, de notre volonté, du désir de faire de notre pays un pays stable et qui assure à ses enfants un avenir. Très bien, nous allons terminer cette émission avec une question sur le poste de Premier ministre. On l'attend encore. Vous pensez que le président doit nommer un Premier ministre avant les législatives ou après les législatives? Moi, je le dis et je le dis tout haut, quand le poste de Premier ministre a été supprimé, je n'étais pas d'accord à titre personnel. Vous l'aviez exprimé? Je l'ai exprimé. Mais j'étais en ce moment-là membre de la direction du PDS. Je l'ai exprimé. Que le poste soit remis, j'applaudis des 2 mains. Il a été remis, le président a été interrogé, il a dit qu'il va nommer un Premier ministre après les locales. Et après les locales, il n'y a rien. Encore que la procédure choisie pour introduire le poste de Premier ministre était une procédure d'urgence. Donc rien n'interdit et ne s'oppose à ce qu'il doit. Mais ma foi, il y a d'autres personnes qui sont autour du président et qui lui proposent autre chose. Qui proposent que le poste soit, disons, pourvu après les législatives. Moi, mon point de vue, c'est qu'il peut être pourvu avant. Donc, même. Le président, il a les idées qu'on lui donne, il jauge, et à lui de voir. S'il le fait, pour moi, je dis bravo. S'il ne le fait pas, il n'aura pas commis une faute politique. D'accord? Et il n'aura pas violé la loi. Mais donc, puisqu'il n'y a pas de violation de la loi, c'est à lui de choisir. Il a tous les atouts, toute l'information. Oui. S'il peut le faire, il n'a qu'à le faire. S'il ne peut pas le faire, il n'a qu'à attendre. Et qu'est-ce qui est plus cohérent, à votre avis? Est-ce que c'est de nommer un Premier ministre maintenant ou bien pour moi, oui. En attendant les résultats des législatives. À titre personnel, oui. Aujourd'hui, ça aurait été mieux. Mais avant les législatives. Oui, mais moi-même, j'avais proposé... Et si on perd les législatives? Moi j'avais proposé, d'ailleurs, une réflexion. J'avais proposé une réflexion à l'époque, mais les événements s'y opposent malheureusement. Moi, je fais partie de ceux qui disaient que les élections législatives devaient être reportées en 2024. En 2024, à la présidentielle? Oui, après, parce qu'il y a eu cette différenciation dans la durée du mandat qui explique que ça ne se tient pas en même temps. Mais à partir du moment où le président de la République est élu pour 5 ans, les députés pour 5 ans, il est normal que le président qui est élu cherche une majorité. Quel que soit le président qui sera élu en 2024, il va dissoudre. Il va dissoudre. Il va faire de nouvelles élections. Donc on fait des élections aujourd'hui, mais on fera des élections en 2024. Donc n'était-il pas mieux d'attendre 2024? Mais les événements que nous avons connus sont tels qu'on aurait dit que c'est de la politique politicienne et on n'a pas pu le faire. Donc, vous savez bien, en la matière, il y a plusieurs options. Donc, l'option de faire, de nommer le Premier ministre tout de suite est une option. L'option de le nommer après les législatives est une option. L'option, malheureusement, qui n'est plus de mise, aurait été également une option, c'est d'attendre 2024. Donc, en la matière, il n'y a pas de solution meilleure. Il appartient au président de la République, compte tenu de sa vision, de ses attentes, de choisir son moment. Et nous respecterons quel type de Premier ministre devrions-nous avoir? Ce n'est pas moi qui nomme le Premier ministre, donc je ne sais pas. C'est le président qui sait ce qu'il veut, où il va et comment il compte travailler avec un Premier ministre. C'est lui seul qui sait.
Maître El Hadji Amadou Sall, merci d'avoir accepté cette invitation. C'était donc le JDD sur iRadio et ITV. Au micro, Antoine Diouf. Je remercie l'ensemble des techniciens qui ont réalisé cette émission. Bon dimanche à toutes et à tous.